suis dans le domaine de la construction depuis 40 ans. Une dizaine d'années passées, j'étais devant une décision que je devais prendre, si je lâchais la construction ou si je continuais. Puis j'ai été approché par un maître d'ouvrage qui s'intéressait au projet intégré. Je ne connaissais pas ça. Et puis, ça a changé ma vie. Je suis encore dans le domaine de la construction à cause de cette période-là. Je vais vous parler des données de la croissance de l'IPD au Canada. Je vais utiliser peut-être par défaut l'expression RPI, la réalisation de projets intégrés. Donc, c'est la traduction intégrale du IPD. Cette diapo-là est censée être dynamique, mais ce n'est pas grave. Donc, l'industrie est malade. Donc, Eric en a parlé tantôt. Les statistiques qu'il a présentées sont réelles, sont ceux de l'Europe, ceux de l'Amérique du Nord, mais particulièrement au Canada. C'est l'industrie avec le deuxième plus haut taux de suicide après la santé. Donc, l'industrie est malade. Ensuite, c'est l'industrie avec le plus haut taux de consommation d'alcoolisme et de drogue. Donc, c'est reconnu, c'est répertorié là, statistiquement au Canada. Donc, il y a un changement à faire dans l'industrie. Puis, on parle souvent là, de santé mentale de nos travailleurs, mais on ne parle pas de la santé mentale de nos administrateurs de projets. Je suis certain que c'est probablement plus élevé que ceux qui travaillent comme tels sur le chantier. C'est juste qu'on n'en parle pas. On est un peu gêné de ça. Puis moi, je vous dirais, la raison, c'est le manque de confiance. Combien de fois qu'on se parle entre partenaires dans les projets traditionnels, je n'y fais pas confiance, je doute que l'information qui m'a partagée, elle est complète. Je ne suis pas certain que j'ai reçu le bon prix. Donc, la confiance n'est pas en place. Souvent, la confiance est en place avant qu'on signe le contrat. Mais dès que le contrat est signé, la confiance n'est plus là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de confiance? Bien, il y a une absence d'intégrité, il y a un manque de transparence. On ne transfère pas toute l'information. Incohérence entre les paroles et les actes. En anglais, ou en français, on pourrait dire les babines ne suivent pas les bottines. Il y a un manque de compétences ou de résultats. Donc, on s'engage à faire des tâches, on ne les respecte pas, on n'est pas en temps. Ça a un impact sur les partenaires qui attendent le travail. On va parler aussi aujourd'hui beaucoup de Lean. Et puis, un des aspects du Lean, c'est l'élimination du gaspillage. Puis, un gaspillage qu'on veut éliminer ou qu'on pourrait éliminer, c'est le temps que les travailleurs attendent pour le travail ou le travail qui attend après les travailleurs. Si on peut réduire ce temps-là, c'est un gain incroyable. Et évidemment, mais le dernier qui amène au manque de confiance, c'est l'égoïsme. C'est nos intérêts personnels. Dans nos contrats, on veut vraiment défendre nos points de vue. Donc, l'impact de ça, bien, il y a une lenteur des interactions. Donc, les décisions se prennent plus lentement. On n'est pas certain qu'on a toute l'information, on a tout recueilli l'information. Évidemment, si c'est plus lent, bien, les coûts sont accrus, sont montés, sont plus chers. Ça crée des climats toxiques, donc nos conversations, nos ententes, nos relations sont effritées et l'effondrement de la collaboration. Souvent, j'entends parler, en tout cas ici, chez nous au Québec, on veut faire des modes collaboratifs, on veut collaborer. On veut être plus collaboratif dans nos processus, dans nos procédés, dans nos pratiques, les outils qu'on travaille avec. Mais dans le fond, si on n'a pas confiance, on ne pourra jamais collaborer. Donc, le vrai problème, à mon avis, c'est la confiance. Une baisse de la performance et de l'innovation, on n'aura pas confiance à la nouvelle technologie, aux avancements technologiques, à la fabrication hors site, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je n'ai pas inventé ce matériel-là sur la confiance. Il y a un livre qui existe de Stephen Covey qui en parle longuement. Il y a une citation, c'est la confiance est une compétence qui se bâtit intentionnellement par des comportements cohérents, intègres et transparents. En résumé, le contrat IPD, c'est la culture qu'on veut mettre en place, c'est la culture de la confiance. Maintenant, au Canada, à chaque année, l'IPDA a une conférence annuelle et à chaque année, on met à jour les statistiques. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui a été présenté à notre conférence annuelle en 2024. Donc, en 2025,
Éric et moi sommes en train d'organiser une petite délégation pour venir visiter des projets dans la région de Toronto, Canada. Et puis, on va présenter les nouvelles statistiques. Puis, ce que j'entends jusqu'à date, il y a une augmentation de 20 à 25 de ce qui a été présenté de l'année passée. Octobre 2024, 126 projets ont été répertoriés pour une valeur de 7,4 milliards. Particulièrement, au Canada, les projets qui sont faits en IPD sont plus petits qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont été très audacieux pour faire des projets dans les milliards de dollars. Le plus haut projet répertorié au Canada, c'est un projet de 600 millions de dollars canadiens, donc environ 450 millions d'euros. Une question qui est souvent posée à partir de quelle valeur de projet on peut faire un projet RPI. Dans un marché mature, marché où est-ce que le donneur d'ouvrage en a déjà fait, l'équipe principale, donc l'architecte ou bien l'entreprise, ont déjà fait des projets RPI, je vous dirais, aussi bas que 4 millions. Et on a été répertorié des plus petits que ça encore. Sinon, dans un marché un petit peu moins mature, on vous dirait à peu près 15 millions. C'est ce qu'on réfère aussi dans le guide là, qui a été présenté tantôt. Les projets publics représentent 75 des projets qui ont été réalisés au Canada. Dans le privé, seulement 25 donc, c'est un peu l'inverse qu'aux États-Unis. La raison qui s'explique, aux États-Unis, le domaine de la santé est privé. En Amérique du Nord, au Canada, le domaine de la santé est public. Donc, tous les projets d'hôpitaux qui sont des projets majeurs, complexes, ils sont faits par le public. Puis le public ne pouvait pas au Québec ni ailleurs au Canada faire des projets en IPD avant une année ou deux passées. Ce qui est curieux, c'est le privé. Je ne comprends pas pourquoi le privé n'embarque pas, parce que c'est de l'argent de leur poche. Puis on voit statistiquement qu'il y a un avantage à faire des projets en mode IPD. Je voulais aussi peut-être préciser quelque chose par rapport à la réduction de coûts. James a annoncé tantôt les projets ils ont été bénéfiques, dans son cas, lui, par rapport aux économies de projet. Un projet qui a économisé jusqu'à plusieurs millions de dollars. Mais nous, au Canada, on essaie de promouvoir l'IPD sur la prévisibilité des coûts et de l'échéancier. Étant donné que le maître d'ouvrage participe à toutes les prises de décision durant le processus, il ne sera jamais mis devant un fait accompli pour un dépassement de coûts, un dépassement d'échéancier. Donc, il y a une prévisibilité pour lui pour amener à son conseil d'administration ou ses patrons quand il y a des ajustements sur le prix cible tout au long du projet. Donc, statistiquement, depuis 2012, on suit l'avancement des projets. Donc, les deux premiers projets RPI ou IPD en 2012. Et on voit une croissance douce, si vous voulez, jusqu'en 2020. Deux choses qui sont arrivées durant cette période-là. Pourquoi il y avait seulement une croissance douce? Les donneurs ou les maîtres d'ouvrage allaient dans le marché puis demandaient une expérience en IPD. Donc, seulement un petit pool d'architectes et d'entreprises qui pouvaient soumettre leurs propositions dans ces projets-là. En 2017, l'association du IPD, donc le IPDA, est venue au monde, si vous voulez, et son premier mandat, c'était de créer de la sensibilisation auprès de l'industrie, des maîtres d'ouvrage, de ne pas demander nécessairement de l'expertise ou de l'expérience en IPD, mais en mode collaboratif. Donc, avec des pratiques Lean, des pratiques BIM, avec des outils pour prendre des décisions de façon collective, la gestion de risque au lieu des transferts de risque. Donc, là, on a vu une petite croissance et en 2020-2021, on voit la croissance prendre davantage d'importance à cause de la COVID. Donc, suivant la COVID, il y avait de l'incertitude au niveau des coûts des matériaux, la main-d'œuvre était incertaine aussi. Pour nous, en tout cas au Canada, je ne sais pas si c'est partout dans le monde comme ça, mais chez nous, c'était comme ça. Aussi, cette croissance-là, elle s'est propagée. La rumeur de la prévisibilité, des possibilités avec l'IPD a étendu et a continué à croître dans le marché. En 2024, 126 projets de répertoriés.
divisé par nos provinces, par nos régions, Nouvelle-Écosse. Un projet. Au Québec, il y a 3-4 projets qui sont répertoriés. En Ontario, 33. Mais je vais descendre tout de suite en Alberta, 53, et Colombie-Britannique, 31. L'Alberta, c'est l'épicentre des projets IPD. C'est là qu'il y a eu les premiers projets IPD. Il y a des entrepreneurs qui font juste des projets IPD dans l'Ouest canadien. Il y a une entreprise en particulier, on a rencontré, Éric et moi, à Vancouver l'an dernier. L'entreprise électrique avec 100 employés, ils font juste du IPD. Juste du IPD, rien d'autre. Et puis en Colombie-Britannique, 31. Si je recule de 3 ans, cette diapo-là, en Ontario, il y avait 3 projets et en Colombie-Britannique, il y avait un projet. Donc, il y a un événement qui est arrivé pour promouvoir, si vous voulez, l'IPD. Colombie-Britannique, il y a eu une inondation en 2022 et puis ça a obligé la société, la province, de changer ses lois et de ne pas nécessairement donner ou octroyer les contrats de construction aux plus bas soumissionnaires, mais de trouver une meilleure équipe pour faire le projet, avec les meilleures compétences, avec la capacité et les connaissances. Donc, ça a créé une dizaine de projets et ça a aussi, par la suite, eu un effet ou un impact. En anglais, on utilise le terme ripple effect, donc ça s'est répandu à travers la société. Ensuite, en Ontario, même chose, un premier projet, un représentant chez un maître d'ouvrage a changé de position, a changé de ville, changé de municipalité, et puis il est venu ramener son expertise, son expérience en IPD dans une autre municipalité. Ça s'est propagé, et puis maintenant, dans la grande région de Toronto, il y a une trentaine de projets là, qui s'exécutent. Des nouvelles constructions représentent 75% des projets en mode ou en IPD, 25% des projets en rénovation. Puis, je recule encore là, 3 ans passés, c'était comme genre 95% en nouvelle construction et 5% des projets de rénovation. Donc, on voit que dans les projets de rénovation, il y a de l'ampleur, là, il y a une volonté de faire plus de projets intégrés. Une des raisons, les bâtiments sont occupés, on a besoin de gérer les occupants, on a besoin d'innovation au niveau de la logistique des projets. Les différents types de projets, on a des centres récréatifs, on a des logements à prix abordables, des complexes pour les étudiants dans les centres universitaires, infrastructure et traitement d'eau. Donc, la plupart de nos présentations aujourd'hui, on va parler de bâtiments, architectes, entreprises, mais on fait des IPD dans d'autres secteurs d'activité, comme dans le secteur industriel, les secteurs miniers aussi, dans les infrastructures routières, dans le Colombie-Britannique, il y en a quelques-uns aussi. La ligne pour la santé et les établissements médicaux, c'est les plus petits centres là, où est-ce qu'on recueille les physiothérapeutes avec d'autres spécialistes. Les casernes et les centres d'urgence, les bureaux multi-étages, l'école et institutionnelle, c'est la plus grosse industrie qui promouvoit ou qui utilise le mode de réalisation. Ensuite, industriel, usine de traitement de nourriture et une mine. Et autres, on retrouve dans autres un zoo, un spa nordique extérieur. On retrouve des projets spéciaux un peu comme ça qui sont nécessairement complexes. Un peu de statistiques pour accompagner les 126 projets. Dans l'étude, on a demandé aux gens s'ils avaient rencontré, il y avait 3-4 questions par rapport aux conditions de satisfaction. Donc, il y a eu 2 dépassements de coûts qui ont été répertoriés. Il y a eu 3 dépassements d'échéanciers et 2 qui ont fini avec des conflits. Donc, une chose qui a été mentionnée encore par rapport au contrat, une des particularités au contrat, on a parlé on partageait des risques, les opportunités ou les économies, on se les partageait entre les partenaires, mais il y a une renonciation à la réclamation aussi entre les partenaires. Donc, le donneur ou le maître d'ouvrage ne peut pas poursuivre ses partenaires signataires au contrat. Et les signataires au contrat ne peuvent pas poursuivre entre eux, puis ni le maître d'ouvrage. Donc, connaissant une clause comme ça, ça change la culture. Il faut se faire confiance.
faut collaborer ensemble. Pour collaborer, il faut faire confiance, comme j'ai mentionné tantôt. Donc ici, dans ma statistique, pourquoi il y a eu 2 conflits? Donc, les 2 conflits, c'est les partenaires à l'extérieur du contrat, qui sont des sous-traitants au contrat. Donc, eux peuvent nous poursuivre. Eux ne mettent pas leur profit à risque. Eux, ils ont des contrats traditionnels. On les gère comme des sous-traitants traditionnellement, donc le plus bas soumissionnaire. En fait, on peut les choisir comme qu'on veut. C'est l'équipe qui va choisir le partenaire qui a besoin, avec le plus petit portée de travaux, qui a moins de risques. Donc, on va le sélectionner de cette façon-là. Les 2 conflits, soi-disant, ils ont été réglés hors cours. Donc, la culture de sans-blâme, elle s'instaure même dans nos partenaires. Là. Donc, puis c'est quand même bon, 2 conflits sur 126 projets. Moi, le dernier projet que j'ai fait en mode traditionnel, j'avais 2 conflits par semaine qu'il fallait que je règle. Un petit mot aussi sur cette courbe-là. James, il l'a présenté tantôt, mais j'ai un autre format un peu. Mais j'ai une statistique qui vient avec ça pour venir justifier la raison pourquoi on devrait avoir avec nous nos entrepreneurs spécialisés, les entreprises qui font le travail. Donc, je vais juste reculer avant de présenter ça. 70% des décisions sont prises dans le premier 10% de l'échéancier. Donc, toutes les grosses décisions. Où est-ce qu'on met le bâtiment? Quelle est la salle mécanique, la grosseur de la salle mécanique, ses composantes. Mais saviez-vous que 85% des coûts de construction sont faits par nos entrepreneurs spécialisés? Pourquoi ils ne viendraient pas nous accompagner pour prendre ces décisions-là en amont dans notre projet? Donc, une petite réflexion. Puis, en fait, c'est une question ou une réflexion pour les donneurs d'ouvrage, parce que je suis certain que les entreprises, les architectes, il n'y a rien qui aimerait mieux qu'avoir des entreprises spécialisées venir nous accompagner pour prendre ces décisions-là. Juste avant, peut-être, de terminer, j'ai d'autres petites statistiques que je voulais partager avec vous par rapport aux statistiques que j'ai présentées. Les facteurs de succès des projets, on a vu, là, il y a quand même du succès. Il y a juste eu 2 dépassements de coûts, 3 dépassements d'échéancier, puis 2 conflits. Un des facteurs de succès, c'est l'alignement des intérêts de tous les partenaires. Le contrat, il fait ça. James en a parlé aussi tantôt. La gouvernance intégrée. Donc, on met en place 3 niveaux de gouvernance. On a l'équipe de direction, si vous voulez. On a une équipe de gestion de projet et on a nos équipes de mise en œuvre. L'équipe de gestion de projet, les gens qui gèrent le projet, ce n'est pas une personne qui gère le projet, pas une personne qui planifie le projet. Il y a une équipe, souvent formulée de 3 à 5 personnes. Ils gèrent l'équipe ensemble, souvent composée de gens de pré-construction, des gens de construction, un melting pot là, de connaissances et de compétences. Un facteur clé, c'est la validation. Moi, j'aime diviser la phase de validation en 2 parties. Il faut valider le projet, mais avant même de valider le projet, il faut valider le business case du maître d'ouvrage. C'est-tu réalisable? Donc, une fois que l'équipe principale est embauchée, faut vraiment passer à travers ou accompagner le maître d'ouvrage dans l'établissement ou dans la validation de son coût cible, de son budget, sa réserve qu'il y a pour risque ou sa réserve qu'il y a pour les contingences. Une autre statistique qui n'est pas démontrée dans ma présentation, c'est la maturité BIM et la maturité Lean. Donc, plus la maturité BIM et Lean est élevée, plus qu'on a de prévisibilité sur les coûts de la fin de projet. Plus qu'elle est basse, ou une qui est plus basse que l'autre, on a moins de prévisibilité, puis on peut faire des projets RPI ou IPD sans le BIM et sans le Lean, mais on se donne du trouble parce qu'on n'a pas des processus qui sont mises en place pour éliminer le gaspillage. Et une autre chose que James a présenté tantôt, puis on va peut-être le voir aussi dans la présentation de Ryan, c'est la Big Room. L'efficacité de la Big Room, les itérations, de travailler en présentiel avec toute l'équipe amène une très grande valeur ajoutée versus travailler en silo. Puis, il y a quand même du travail qui va se faire en silo, mais on met en place des mécanismes pour éviter les silos. Puis s'il y a des silos qui sont faits, on vient en plénière dans la Big Room devant tout le monde pour présenter le travail qui a été fait. Donc, c'est un peu ma présentation, puis un petit mot de fin sur le IPDA. C'est une association canadienne à but non lucratif. On a des maîtres d'ouvrage qui font partie de l'association. On a les entreprises
générales et spécialisées et les firmes de génie, d'architectes qui font partie. On a aussi des coachs puis des facilitateurs qui font partie de l'association. Pour les maîtres d'ouvrage à travers le monde, c'est gratuit. On vous demande juste un échange, c'est votre logo qu'on puisse mettre sur notre site. On est fiers de partager votre membership au IPDA. Sur le site, vous pouvez trouver plein d'informations. Il y a beaucoup de recherches. James fait partie de notre équipe de recherche aussi, et puis des projets comme ceux de Brian qui va présenter aussi font partie des projets qui ont été recherchés. On essaie de mettre beaucoup d'emphase sur la recherche. On dépense 80% de notre budget sur de la recherche. En 2017, quand l'IPDA a été créé, c'était son but premier, c'est de créer de la recherche. Et puis, vous pouvez scanner mon code QR, si vous voulez, sur LinkedIn. C'est mon contact LinkedIn. J'ai, comme Éric a mentionné tantôt, publié un livre, c'est sorti hier. C'est sur la réalisation de projets intégrés. C'est du début à la fin. C'est écrit en français. Il y a très peu de littérature sur l'IPD ou la réalisation de projets écrit en français. Je vous souhaite bonne lecture et merci.